Après avoir donné donc une notion générale sur le vecteur contrainte, on va parler dans la deuxième partie sur des éléments qui sont très utilisés dans la suite du cours, soit pour les différents types de sollicitations que nous allons voir, qu'elles soient pour la traction, la compression, le cisaillement, la torsion et la flexion, ou bien les sollicitations composées. Et on va dans cette partie-là, on va parler des conditions de résistance. Donc, on va tout d'abord parler des conditions théoriques de résistance, et après on va voir donc les coefficients de sécurité, la notion générale, et en fin de compte, on va voir les conditions réelles de résistance. Donc on va débuter par les conditions théoriques de résistance. Donc la résistance des matériaux permet, après avoir pris en compte un certain nombre d'hypothèses simplificatrices, de calculer les contraintes nominales maximales dont on note donc sigma, donc maxi, lorsqu'on parle de contraintes normales, ou bien de contraintes tangentielles. Donc, contraintes nominales maximales. Donc, que peuvent subir des pièces tout en restant dans le domaine de déformation élastique. À noter que les critères élémentaires qui définissent donc, les limites d'utilisation de la contrainte normale maximale, donc sigma maxi ou bien temps maxi, ce sont deux critères. Donc tout d'abord, on va parler de critères de Rankine. Donc le critère de Rankine, qu'est-ce qu'il définit? Donc la contrainte normale, donc on va noter ici sigma. Donc en tout point doit être inférieur ou égal à la contrainte limite élastique à l'extension. Donc qu'on note dans certains temps sigma E, ou à la compression lorsque c'est le cas et qu'ils ici sont différentes. Dans certains temps, on trouve la limite élastique à l'extension est différente pour certains matériaux de compression. Donc, le critère de Rankine, qu'est-ce qu'il définit? Il définit que sigma, donc la contrainte normale, elle doit être inférieure à sigma E. Ça veut dire la contrainte limite élastique à l'extension. Et ça, on va le trouver dans la suite du cours. Donc après, on va essayer de définir le critère de scission maximale, ou bien, autrement dit, le critère de Quiz si vous voulez, ou bien le critère de Tresca. Donc ce critère annoté car il est très utilisé par les gens de génie civil. Donc maintenant, on va parler de contrainte tangentielle. Donc la contrainte tangentielle, donc tau, et en tout point du matériau doit être inférieur ou égal à la contrainte limite élastique au glissement qu'on note tau E. Donc, déterminé par l'essai, bien sûr, de torsion. Donc, cette taux E, il est déterminé par l'essai de torsion. Et on peut noter que taux, donc la contrainte tangentielle, donc elle doit être inférieure à la contrainte limite au glissement qu'on note TE. Donc, et celui-là, on va le trouver lorsqu'on va parler de cisaillement. Donc, ces deux contraintes elles sont très importantes, donc n'hésitez pas à les noter et les prendre en considération dans la suite du cours. Maintenant, on va parler d'un élément très important, c'est le coefficient de sécurité. Donc, pour tenir compte d'un certain nombre d'incertitudes, incertitudes relatives à la composition réelle des matériaux, car nous avons seulement supposé que le matériau il est euh, vis-à-vis des hypothèses donc homogènes, isotropes, continues et son comportement et ses propriétés mécaniques. Nous avons parlé euh, de son comportement vis-à-vis et la relation de relativité entre déformation et contrainte, donc, et ses propriétés mécaniques à la conformité de la forme de la pièce avec les hypothèses de la résistance des matériaux, aux états de surface de la pièce ainsi qu'à son vieillissement. Donc, les concepteurs sont conduits à adopter un certain coefficient de sécurité qu'on nomme S. Voilà. Donc, dans la plupart du temps, donc, soit on le note, donc nous avons donc sigma, donc la contrainte pratique sont appelées les contraintes pratiques. Donc, soit on le note, donc tau PE, donc qui est égal à la limite élastique à l'extension sur S, le coefficient de sécurité, ou bien on trouve là, la deuxième, c'est la contrainte pratique. Bien sûr, ici on parle de glissement, donc on va la noter tau P, et égal à quoi? Égal à la contrainte, donc limite, bien sûr, au cisaillement sur S. Donc, à noter que sigma, donc PE et tau PE sont appelés contraintes pratiques que sigma E et TE sont les limites élastiques. Donc ça, c'est à noter. Donc on peut trouver les deux notations. Donc en constriction mécanique, donc à noter. Donc en constriction
en construction mécanique. Donc nous avons, donc chaque domaine est là son coefficient de sécurité. Donc on parle en général d'un coefficient de sécurité entre 1,2 et 5. Donc ce coefficient de sécurité permet de dimensionner les structures mécaniques ou bien les pièces mécaniques si vous voulez, avec une plus de fiabilité, plus de sécurité pour les gens qui vont les utiliser. Donc maintenant, on va parler des conditions réelles de résistance. Donc les limites de contraintes que nous venons d'évoquer sont en effet théoriques. Il existe bien des cas où les critères de résistance définis ainsi sont insuffisamment contraignants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons examiner donc la forme des pièces. Donc dans la plupart du temps, on ne trouve pas les formes donc d'une façon donc régulière, on le trouve d'une façon irrégulière. Ça veut dire qu'il y a des changements de section, etc. Et il y a autre chose, donc il y a surtout ce qu'on nomme le phénomène d'endurance. Donc nous avons des résistances qui sont dynamiques. Donc nous allons examiner successivement deux paramètres qui viennent restreindre sensiblement ces conditions. Et on va parler soit des modifications brusques de section, et soit les sollicitations périodiques lorsqu'on parle de résistance dynamique, ou bien fatigue si vous voulez, dans notre cas. Donc tout d'abord, on va parler du coefficient de concentration de contrainte. Donc, les modifications brusques de section des pièces qui conduisent à adopter un coefficient donc KC ou bien K ou bien KT, donc il y a certaines notations, donc il peut se différencier d'un bouquin à l'autre. C'est coefficient de concentration de contrainte. Lorsqu'une pièce mécanique présente un accident de forme, ça veut dire nous avons un congé, donc nous avons notre cylindre, à titre d'exemple, et nous avons un changement donc brusque. Donc ici nous avons un changement brusque donc c'est un soi-disant donc un accident de forme ou bien de trou de goupille, etc. Donc la contrainte réelle mesurée par photoélasticimétrie ou calculée en utilisant une modélisation basée sur les éléments finis. Donc les éléments finis, donc elle est très répandue aujourd'hui en mécanique car ils donnent des résultats très fiables et sensiblement plus grands que la contrainte nominale. Dès lors, on convient pour une contrainte normale, par exemple, donc d'écrire quoi? On va écrire que le coefficient de contrainte, donc K, donc c'est un facteur théorique de concentration de contrainte, égale à quoi? Égale à la contrainte, donc maxi, donc réelle, divisé par, donc on va diviser par la contrainte maximale nominale. Donc, ici, il faut savoir donc deux choses très importantes. La première des choses, c'est K ou bien KT désigne alors le facteur théorique de concentration de contrainte. Précisons que ce facteur théorique au coefficient ne peut s'appliquer que si. Donc, nous avons des conditions pour. Donc, les charges elles sont statiques, ça veut dire lorsqu'on parle de charge dynamique, donc on ne peut pas parler de coefficient de concentration de contrainte, on parle d'autre chose. Et deuxième chose, il est à noter que sigma max réel, donc est plus faible que la limite donc élastique, donc c'est ce qu'on nomme donc sigma E. Donc à noter que K est différent suivant le type de sollicitation que supporte la pièce. Ça veut dire si nous avons notre même pièce, donc si on cherche à calculer donc KT donc en cas de traction, donc il va être complètement différent de notre KT en cas, si vous voulez, de torsion. Donc ce KT, il change en fonction de forme des pièces, mais pour une même pièce, on ne peut pas trouver les mêmes. Donc pour cette pièce-là, si on calcule le coefficient de concentration de contrainte pour la torsion, on ne va pas trouver que c'est la même chose pour la traction. Maintenant, on va partir vers un autre domaine, donc soi-disant donc très important, c'est les sollicitations périodiques. Donc, les sollicitations périodiques, c'est à noter que lorsqu'on parle de sollicitations qui ne sont pas stables au cours de temps. Donc, la plupart des organes de machines subissent des efforts périodiques, par exemple un verre requin, bielle, ressort, etc. Ça veut dire qu'ils subissent donc un cycle. Donc,
soumis à ce genre d'effort et se rompent que nulle part la contrainte maximale calculée d'après les méthodes classiques de la résistance d'un matériau. Ça veut dire, sans avoir donc arrivé à dépasser la limite élastique même, on peut avoir donc la rupture de notre pièce. Et cela dû à quoi? Cela dû à la répétition de l'effort dans le temps. Donc, ces notions-là, elles ont été débutées par les deux Allemands, Albert en 1829 et puis Wöhler de 1860 à 1867. C'est à 1867 à noter que M. Wöhler va énoncer donc, les premiers éléments qui vont dans la suite vers les années 1900 et dans la suite a donné donc naissance à ce phénomène très utilisé aujourd'hui. Ce sont les sollicitations périodiques ou bien l'endurance ou bien la fatigue. Donc maintenant on va essayer de comprendre la loi de M. Wöhler. Donc la loi de Wöhler, qu'est-ce qu'il dit? L'acier peut se rompre sous un effort unitaire inférieur non seulement à la charge de rupture statique, mais aussi à la limite élastique, lorsque l'effort est répété un nombre suffisant de fois. Donc on parle de répétition, ça veut dire quelque chose qui est cyclique. Donc on va essayer de comprendre donc un exemple d'un cours de M. Wöhler. Donc nous avons ici donc, les contraintes donc, appliquées et nous avons ici le nombre de cycles de répétition de ces contraintes. Donc, à noter que nous avons ici donc, un acier donc, fortement allié avec un pourcentage de carbone, donc c'est l'ancienne désignation, donc 0,1% de carbone. Donc ici nous avons deux zones. Donc la première zone, donc dite zone de fatigue, ça veut dire quoi la zone de fatigue? Donc où la rupture est atteinte après un nombre limité de cycles si vous voulez. Par exemple si on prend donc, la contrainte donc, de 350 mégapascales donc, qui va être appliquée à cette poutre, donc bien sûr elle est normalisée. Donc on va constater donc, un nombre de cycles. Donc ici on peut trouver donc, 10 à la puissance 4 si vous voulez. Pour même donc une contrainte donc, de 300 mégapascales donc, à une répétée donc 10 fois la puissance 5 donc, fois, on peut avoir donc la rupture dans notre pièce sans avoir arrivé à la limite d'élastique. Donc c'est la deuxième zone qui est la plus importante, c'est la zone de fatigue illimitée, où la rupture n'est pas atteinte avant un nombre très élevé de cycles. Donc en général, on parle de 10 à la puissance 8, donc certains bouquins trouvent 10 à la puissance 6, mais en général, on parle de 10 à la puissance, c'est le plus souvent utilisé. Maintenant, donc, on va essayer d'énoncer donc, la condition de résistance à la fatigue. Donc, nous avons quoi? Il faut avoir donc, le sigma, donc notre sigma maxi. Donc, ça veut dire la contrainte maximale appliquée. Elle doit être inférieure donc, ou égale à sigma d. Donc, sigma d, c'est la contrainte. Celle-là, c'est la contrainte d'endurance, si vous voulez. Donc, la contrainte d'endurance. Donc, à noter que sigma d, donc je vais donner donc la formule la plus utilisée, est égale à 0,406, donc fois la limite élastique, plus donc 0,25 fois la limite donc à la rupture. Donc voilà, donc c'est fini pour notre partie de cours. Merci pour votre attention. J'espère que ce cours donc, vous a apporté de nouvelles connaissances concernant donc, la résistance des matériaux.